Bonjour à tous. Je suis très impressionnée par cette audience. On va parler aujourd'hui, donc au nom, moi, je représente la SFC, la Société française de cardiologie, de l'échographie préopératoire. Pour qui, pourquoi, et je vais rajouter et quand ne pas. Vous allez voir que ça donne un petit peu le ton de ces recommandations nouvelles qu'il a fallu interpréter. Alors jusque-là, parce que ce n'est pas la première fois que je suis invitée, eh bien j'étais assez à l'aise parce que je commençais mes topos par cette présentation des recommandations 2014, des recommandations faites conjointement par des cardiologues, des anesthésistes, endossées à la fois par votre société savante et par la mienne. Et puis finalement, eh bien, on arrivait pas mal à s'entendre. Et puis, eh bien aujourd'hui, je suis un petit peu moins à l'aise parce que je dois vous présenter les recommandations 2022. Ces recommandations donc, qui ont été formulées, écrites, pensées par des cardiologues européens. Alors certes, endossées par la Société européenne d'anesthésie et réanimation, mais quand même, il n'y a aucun cardiologue, il n'y a aucun, lapsus, anesthésiste réanimateur dans les 22 auteurs. Alors comment je l'interprète? Il y a eu des changements, donc je crois que ces recommandations, elles étaient les bienvenues. Il y a des modifications, vous verrez tout à l'heure, en particulier dans la stratification du risque du patient, en particulier dans l'utilisation des biomarqueurs. Mais moi, je trouve qu'en ce qui me concerne, c'est-à-dire pour parler d'échographie péropératoire, eh ben, je les ai trouvés assez en adéquation avec la dernière mouture. Il n'y a pas de grandes nouveautés. Sous couvert d'arriver à les digérer un petit peu, je trouve qu'on s'y retrouve. Et l'élément important, c'est que cette échographie cardiaque, eh bien, comme le rôle du cardiologue, finalement, arrive de façon assez lointaine. C'est-à-dire qu'avant, en consultation d'anesthésie, vous en avez fait des choses pour arriver à nous demander de faire ou pas une échographie cardiaque. Alors, parler de l'échographie en péropératoire, c'est d'abord intégrer, ce qui est probablement plus facile pour vous que pour nous, une réflexion autour de la médecine périopératoire. Il ne s'agit pas d'aller faire de la médecine de prévention. L'objectif, ce n'est pas d'aller dépister tous les malades que vous voyez en consultation d'anesthésie pour savoir qui a une sténose aortique, qui a un trouble de la cinétique segmentaire ou autre. L'objectif que l'on poursuit, vous et nous, c'est de stratifier le risque périopératoire, c'est d'essayer, si c'est possible, de réduire ce risque et donc de demander un examen, une écho ou autre chose, si et seulement si il va modifier la prise en charge, modifier votre pratique anesthésique. Et évidemment, alors c'est écrit par des cardiologues, donc c'est pas assez perceptible, je pense, dans le texte, mais toute échographie cardiaque est indissociable, d'un avis cardiologique. Alors ces recommandations, on va dire qu'elles sont simples. C'est 3 recommandations de classe 1, il faut faire. C'est 2 de recommandations de classe 3, il ne faut pas faire. Et une slide avec un petit peu de fourre-tout au milieu qui laisse place à la discussion. Les recommandations, que disent-elles? Elles disent que l'échographie est recommandée avant chirurgie non cardiaque à haut risque, ça place le cadre, chez les patients chez qui on découvre un souffle cardiaque avec des symptômes qui laissent penser qu'il y a une pathologie valvulaire sous-jacente. C'est une recommandation, donc 1C. Elle précise également, ces recommandations, que s'il y a un souffle et une maladie valvulaire qui est connue, si en plus il y a eu une évaluation récente de moins d'1 an, alors il n'y a pas besoin d'aller refaire une échographie. Pourquoi on en est là? Eh bien, dépister la maladie valvulaire, c'est important parce que, en particulier pour la sténose aortique serrée, les patients en meurent. Vous avez sur cette étude qui date de 2020, sur un petit collectif de patients, tous les patients, les 491, avaient une sténose aortique serrée, donc un RAC serré, avant chirurgie. Il y en a 200 qui ont été opérés de cette valve et 300 autres qui n'ont pas été opérés. Vous voyez à gauche que quand on a une sténose aortique serrée, quand on va à la chirurgie, on meurt. Quand vous voyez à droite, eh bien, on est d'autant plus à risque quand on a une sténose aortique symptomatique. Ça tombe bien parce que c'est justement l'interrogatoire que vous allez faire à votre patient. Et changer cette valve, donc se libérer de cette sténose aortique, eh bien, permet d'améliorer la survie des patients. Donc il faut le rechercher quand on a un souffle parce que, eh bien, on en meurt.
Dans cette autre étude, les données sont moins étayées pour la fuite mitrale, mais vous pouvez tout simplement voir que sur un collectif de 1400 et quelques patients, il y a plusieurs facteurs prédictifs qui ont été évalués pour regarder ceux qui influençaient la prise en charge. Eh bien, une fuite mitrale sévère est associée à la mortalité et à des événements cardiovasculaires à 60 jours. Et quand vous voyez à droite, finalement, en plus de votre score de Lee, on va y revenir, ce score de Lee, ce sera les topos suivants, quand on ajoute la présence d'une fuite mitrale sévère, eh bien, en effet, on améliore la prédiction du risque et la stratification du risque. Et un pas plus loin, pourquoi c'est important de ne pas passer à côté ? Bien parce que les recommandations, elles, prévoient de pouvoir modifier ce risque. Modifier ce risque, eh bien, en allant jusqu'à des interventions chirurgicales. Vous voyez, pour la sténose aortique serrée, si on a une chirurgie à haut risque, eh bien, on déclenche une heart team et on peut aller jusqu'à changer cette valve, le plus souvent avec un TAVI, parfois par une chirurgie, avant la chirurgie non cardiaque. Donc il y a une vraie stratification, une vraie possibilité de modifier le risque. Chez les patients qui ont une sténose aortique qui est non serrée, mais avec des symptômes, non serrée, sans symptomatique, mais avec une FEVG qui est altérée, eh bien là aussi, avant la chirurgie à haut risque, on peut discuter de remplacer cette valve. Et pour la fuite mitrale, on est un peu dans la même configuration, il y a beaucoup moins de littérature dessus, mais on peut différer une chirurgie non cardiaque pour intervenir sur la valve mitrale. On a aujourd'hui en particulier des clips mitraux pour faire les choses de façon moins invasive. Alors ça, c'est toujours quand on a le temps de faire les choses. En urgence, connaître l'existence de cette valvulopathie sévère, c'est un intérêt. Pour la valve aortique, on peut mettre un ballon. En tout cas, c'est prévu dans les recommandations. Ou bien, de toute façon, ça vous incitera à avoir un monitorage péropératoire aux petits oignons, la pression, le volume, etc. Alors, parfois, un souffle, c'est pas uniquement valvulaire. Et vous pouvez dépister comme ça des cardiopathies hypertrophiques. Les cardiomyopathies hypertrophiques, c'est des procédures à risque. Endormir un malade avec une CMH a un risque de mortalité et un risque d'infarctus. Vous le voyez sur le graphique qui est présenté. Et en effet, alors vous n'allez pas pouvoir y faire forcément grand-chose, mais il faut montrer ces patients-là au cardiologue. Il y a une prise en charge de cette CMH, on met des bêta-bloquants, il y a des nouveaux médicaments qui vont arriver qui réduisent l'obstruction intraventriculaire. Donc ces patients-là, quand vous les dépistez avec un souffle et que c'est une CMH, doivent rentrer dans un parcours de cardiologie. Et vous toujours, très important, vous savez que ce malade-là, il faut le monitorer le débit, monitorer la pression pour pouvoir titrer au mieux la volémie, qu'il n'y ait pas d'obstruction et qu'il n'y ait pas d'OAP non plus. Deuxième recommandation de grade 1. Ça concerne non plus les souffles, ça concerne l'insuffisance cardiaque. Les recommandations disent que quand on a un patient devant vous avec une chirurgie non cardiaque à haut risque et chez qui on suspecte de l'insuffisance cardiaque, alors il faut aller faire une échographie cardiaque. D'autant plus que le patient devant vous présente des signes de décompensation. Un patient qui a de la dyspnée, des œdèmes des membres inférieurs, lui doit aller voir le cardiologue. Écho aussi, mais cardiologue avant sa chirurgie non cardiaque. Et les recommandations précisent également que s'il y a une insuffisance cardiaque qui est connue, si elle a été évaluée il y a moins de 6 mois, si le patient n'a pas présenté de signes d'instabilité, de décompensation, n'a pas de nouveaux symptômes, alors il n'y a pas d'intérêt à refaire une échographie. 30% de fraction d'éjection, 28% de fraction d'éjection, ça ne change pas votre pratique et votre stratégie. Pourquoi est-ce que cette insuffisance cardiaque symptomatique, il faut la regarder ? Bien parce que là aussi, opérer de chirurgie non cardiaque un patient avec une insuffisance cardiaque, ils en meurent davantage. La fonction systolique, la FEVG, oui, elle a un impact. Les patients qui ont une FEVG plus altérée en meurent plus, en tout cas dans cette cohorte, dans cette grande cohorte. Il s'agit de la mortalité à 90 jours. Mais vous voyez aisément aussi que quand on a une fraction d'éjection avec plus de 50% de mortalité, c'est faussement trompeur, parce que là aussi, on a un surrisque de mortalité par rapport à un patient qui n'aurait pas d'insuffisance cardiaque. Donc la FEVG, ça a une importance, mais c'est surtout, et c'est le dernier encart, c'est un patient symptomatique, c'est la présence de symptômes qui emporte les choses. 10% de mortalité à 30 jours, 90 jours ici, chez les patients que vous opérez ou qui vont se faire opérer avec de l'insuffisance cardiaque symptomatique.
On discute aussi de l'insuffisance cardiaque diastolique. Alors, ce sont des vieux papiers qui utilisent encore ce terme. Là, aujourd'hui, en tout cas, avec les recommandations de 2023, on utilise plutôt l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou modérément réduite. Les données, elles sont un petit peu discordantes. Il y en a qui disent que c'est associé à un surrisque pendant la chirurgie non cardiaque, d'autres non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a des symptômes d'insuffisance cardiaque, si le cardiologue vous dit que la FEVG, elle est normale, ça ne doit pas vous rassurer. Il doit rentrer dans un parcours de cardiologie, avoir des traitements. Là aussi, il y a maintenant des nouveaux traitements, des glyphosines, que l'on utilise et qui sont indiqués dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Troisième recommandation de classe 1. Elle considère à la fois le souffle cardiaque, qu'on a vu en premier, l'insuffisance cardiaque avec les NT-proBNP élevés qu'on a vu en deuxième, mais elle substitue la présence de symptômes à la capacité fonctionnelle limitée. Si un patient à qui vous découvrez des choses pendant votre consultation d'anesthésie ne peut pas faire d'efforts, eh bien, les recommandations disent qu'il doit bénéficier d'une échographie cardiaque. Alors, je ne sais pas, vous me direz, un patient qui a une capacité fonctionnelle limitée, peut-être que déjà, c'est un marqueur d'une certaine fragilité et que de toute façon, finalement, j'aurais été un peu maximaliste, je l'aurais monitoré comme il faut et que l'apport de l'échographie n'est pas si important que ça. Vous allez me dire ensuite ce que vous en pensez. C'était les 3 recommandations de grade 1. On a maintenant 2 recommandations de grade 3. Je vous rappelle, il ne faut pas faire. Et donc, l'évaluation systématique de la FEVG à l'échographie n'est pas recommandée. Je vois les sourcils qui se froncent. En effet, je pense que ça doit faire la moitié des demandes qui sont faites d'échographie. Pourquoi ? Eh bien, donc là, je suis allée vraiment exhumer une étude vieille, 1996. Mais finalement, tout est dit. C'est 340 patients qui ont une échographie avant chirurgie non cardiaque majeure et 135 qui n'ont pas d'échographie. Dans cette analyse, la fonction systolique, la FEVG, ne permet pas d'identifier les patients qui font le critère de jugement, qui est ici la mortalité cardiovasculaire, les infarctus et l'angor instable. Mieux que ça, les performances du test, vous savez, la sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives. Même quand on utilise le cutoff de 40%, qui est le meilleur dans cette étude, qui est le plus discriminant, eh bien, on loupe, avec ce critère-là et cette échographie, 71% des malades. Et inversement, il y a 40% des malades qui vont faire des événements, alors que vous les aviez flagués comme des malades à risque. Donc les performances de l'échographie et de la FEVG à l'échographie n'est pas suffisant pour guider votre pratique. Et point pour couronner le tout, c'est que vous avez, voyez, les valeurs, ces statistiques, donc la performance, soit de votre modèle clinique, score de Lee ou autre, que vous incrémentez par l'échographie. On ne gagne rien sur l'AUC. Il n'y a pas de bénéfice suffisant pour utiliser l'échographie. Et enfin, ce qui compte à l'écho, c'est de ne pas passer à côté d'une grosse chose. C'est pour ça qu'on fait des échos. C'est qu'on se dit, bon, à la clinique, j'ai des doutes, machin, je ne veux pas passer à côté d'une grosse chose. Eh bien, vous voyez que la valeur prédictive négative n'augmente absolument pas quand on rajoute l'échographie à votre évaluation clinique initiale. Donc, pas de place pour l'évaluation de la FEVG systématique avant chirurgie non cardiaque. Deuxième recommandation de classe 3. Ce n'est pas clairement écrit comme ça, mais quand on regarde le chapitre d'ischémie myocardique, finalement, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'à aucun moment on parle d'échographie transthoracique, on parle d'autres tests. Donc, je le reformule comme ça et je suis assez sûre de moi. L'échographie transthoracique pour le diagnostic d'ischémie myocardique n'est pas recommandée. On revient un petit peu, parce que ça, c'est un gros chapitre, ça fait les 50 autres % des indications qui me sont demandées. Quand on parle d'ischémie myocardique, qu'est-ce qu'on craint ? L'infarctus périopératoire, on craint les MINS maintenant, cette nouvelle entité avec l'élévation de troponine peu symptomatique ou asymptomatique. Qu'est-ce que c'est la physiopathologie ? Finalement, c'est une anesthésie générale, c'est plein de facteurs un petit peu agressifs que l'on va imposer, donc qui miment un effort et qui vont déclencher soit d'un côté une rupture de plaque, c'est rare, ou bien le plus fréquent, c'est une inadéquation entre les besoins, les apports. Donc ça nécessite de mettre, pour dépister quelque chose, de mettre le cœur à l'effort. Une échographie de repos ne peut absolument pas faire de diagnostic. Et même, puisqu'on est dans l'échographie, je digresse un petit peu sur l'échographie d'obutamine ou l'échographie de stress, la
plus belle fille du monde ne peut offrir que ce qu'elle a, un test. Il a des performances et il a des limites. Si vous utilisez un test qui va avoir certaines limites, il faut en plus essayer de proposer le malade pour qui le test ou la réponse du test aura le plus grand bénéfice. Un malade qui a très faible risque, vous lui faites faire une écho de stress. L'incrément que vous allez peut-être gagner, il ne va pas modifier votre pratique, il ne va pas modifier votre stratégie de prise en charge. Et à l'autre côté du spectre, votre patient qui est à très haut risque, ce n'est pas parce que l'écho d'effort ou alors... je ne vous croirais pas. Ce n'est pas parce que l'écho d'effort est pathologique ou un petit peu que clairement vous remettriez complètement en cause, est normal que vous remettriez les choses en question. Si le malade est grave, eh bien le malade il est grave et vous l'avez déjà fléché comme un malade grave. Donc dans cette étude-là, on met les choses un petit peu en perspective par rapport aux autres outils que l'on a. Alors oui, certes, quand on prend isolément l'échographie de stress à la dobutamine, quand elle est anormale, on a en théorie un plus haut risque d'événement, oui. Mais quand on le réintègre dans la stratégie que vous allez mener et l'ensemble de votre consultation, eh bien, ça n'apporte là non plus pas grand-chose par rapport à, le risque de votre chirurgie élevée, c'est du haut risque. Et deuxièmement, le score d'appréciation clinique, le score de Lee ou autre. Déjà, en considérant le risque de la chirurgie et le score de Lee ou équivalent, vous stratifiez suffisamment bien votre patient. Il n'y a pas de bénéfice démontré à rajouter l'échographie de stress. Et donc, les recommandations, elles le disent clairement. Pas tout mettre à la poubelle, mais il ne doit pas être réalisé de façon systématique, routinière pour chercher quelque chose. Il faut réserver cet examen à un patient qui a avant une chirurgie cardiaque à haut risque, qui ne peut pas faire un effort, donc vous ne pouvez pas tester sur ses symptômes et qui a une forte probabilité d'avoir une maladie coronaire sous-jacente ou qui a un haut risque de maladie coronaire. Et c'est une recommandation là qui est une recommandation de grade 1A, 1B. Et puis, il y a une slide là où il y a un peu d'autres indications. Honnêtement, si déjà, je pense, les deux premières classe 1, classe 3 sont intégrées, là, il reste un petit peu de marge, mais qui est de la marge de discussion. Et je pense que c'est toujours bien de pouvoir continuer à discuter les uns avec les autres. La première, c'est une écho peut être demandée ou devrait être demandée si on a une nouvelle pathologie cardiovasculaire que l'on suspecte avec des signes avant chirurgie cardiaque à haut risque. Pour moi, ça rejoint très clairement les deux premiers items qu'on a montrés. Je n'ai pas très bien compris pourquoi là, on avait du 2A. Je pense que si on a un souffle, une insuffisance cardiaque, c'est du 1A, on fait. Deuxièmement, c'est possibilité d'étendre un petit peu à certains patients qui ne seraient pas opérés d'une chirurgie à haut risque, mais d'une chirurgie à risque intermédiaire. Là aussi, on ne ferme pas les portes, il y a évidemment possibilité d'aller faire une échographie cardiaque. Et puis, autre point, ces recommandations ouvrent la porte à l'échographie de poche, à l'échographie focalisée, qui serait réalisée par un anesthésiste entraîné à sa consultation, comme alternative à l'échographie préopératoire. On entend là-dessous qu'en effet, l'échographie n'est pas forcément toujours dans l'ensemble des parcours de soins facile à avoir et que ça pourrait éviter, comme c'est dit, de retarder la chirurgie. Moi, je suis un petit peu sceptique, non pas sur la technique, mais ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on s'est dit. On a dit que les indications, finalement, elles étaient assez limitées. Donc, est-ce que cette petite échographie dans la main, c'est juste pour se rassurer? Est-ce que ça va vraiment modifier votre pratique? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des études qui sont en train d'être réalisées pour évaluer cette nouvelle pratique. Et puis, il y a aussi des choses absentes de ces recommandations. Dans certains centres qui font de la chirurgie neurologique, on a des demandes itératives de réalisation de recherche de FOP. Et c'est une vraie indication, elle n'apparaît pas dans ces recommandations, mais en effet, avant chirurgie neurologique en position assise, d'autant plus que le malade a fait un AVC qu'on avait étiqueté cryptogénique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fibrillation atriale, mais on ne sait pas si le bilan a été fait de façon très complète, et rechercher un FOP est une indication qui me semble incontournable, elle n'apparaît pas dans les recommandations. Autre point, parce que ce sont des questions aussi qui nous sont posées, rechercher une hypertension artérielle pulmonaire sévère, oui, non. Oui, je pense que au cas par cas, dans un certain contexte, oui, parce que ça modifie votre pratique de l'anesthésie. Donc je pense qu'il y a une place, en effet, pour discuter de rechercher l'HTAP sévère.
Donc, pour finir, un document assez indigeste, des propositions sur le rôle de l'échographie, en fait, éparpillées un petit peu partout, que je vous ai bien rangées dans des cases. Et finalement, l'échographie, c'est recommandé, classe 1, 3 cas, symptomatologie évocatrice de quelque chose, signes physiques, faible capacité d'effort. 2 indications cliniques, vous percevez un souffle cardiaque, vous pensez qu'il y a de l'insuffisance cardiaque là-dessous, et un patient qui est opéré de chirurgie non cardiaque à haut risque. Des choses qu'il ne faut pas faire de façon systématique, il va nous demander d'évaluer la FEVG, ça ne va pas en réalité. Vous allez réfléchir, mais changer votre pratique et rechercher une ischémie par l'échographie de repos non plus. Et pour complètement enrober les choses, je pense que cette demande d'échographie, elle ne doit pas s'affranchir d'un avis cardiologique. Tout ce que vous dépistez, vous, pour le coup, pour ce que vous avez à faire, eh bien, doit s'accompagner d'un avis cardiologique. Et je vous montre cette slide-là. C'est l'analyse de 6900 patients qui avaient été inclus de façon prospective dans une cohorte où la troponine était évaluée de façon systématique. Et donc, regardez, finalement, c'est quand on surutilisait l'échographie ou sous-utiliser l'échographie par rapport à ce qui avait été demandé, donc l'adéquation de l'utilisation de l'écho par rapport aux recommandations valables à l'époque, eh bien, vous voyez, faire plus d'échographie n'améliore pas la survie des patients. En faire moins ne bouge pas non plus les choses. Et je pense que le mot, c'est que le préopératoire, c'est important, mais on voit bien qu'il se passe d'autres choses en père et en post-opératoire. Merci.